Elle s'appelle Elsa, elle a 25 ans, elle travaille en Bretagne. Elle est infirmière en psychiatrie. Depuis 2 ans, elle suit des personnes atteintes de troubles psychiques graves. Des hommes, des femmes de 29 à 70 ans qui sont malades mais vivent dans de petites résidences en relative autonomie grâce à la venue quotidienne du personnel soignant et à la prise régulière de médicaments. Depuis le début de l'épidémie, Elsa et son équipe mettent tout en œuvre pour préserver leurs patients et éviter le pire. On a très peur que le virus rentre dans la résidence, ça c'est sûr et certain. On sait très bien que si jamais le virus y rentre, ce serait une hécatombe. Après, y a eu toutes les éducations à faire, éducation au lavage de mains, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des personnes avec des maladies psychiques et qui sont parfois pas en capacité d'entendre tout ce qu'on leur dit. On a des patients qui se mettent à délirer, le traitement n'est pas bon pour eux, on les empoisonne, mais ça c'est parce qu'ils peuvent pas non plus sortir. Malgré tout, le 3/4 de mes résidents, ils sont tous conscients de leur pathologie. Ils en sont clairement conscients et ils savent très bien que si jamais le virus, ils viennent à l'avoir, ça pardonnera pas, quoi. Ma maman, elle est inquiète pour moi. Tous les jours, je l'ai au téléphone et tous les jours, elle me dit « Tu te protèges, hein, tu te protèges. Hein. » Qu'est-ce que vous voulez ? Je lui réponds « Oui. » Alors, cette vidéo se propose de rentrer un petit peu quand même en empathie avec les soignants parce que je les ai beaucoup critiqués. Et donc, le thème, c'est pourquoi est-ce que les psychiatres et les soignants en psychiatrie ont la phobie des patients. Donc, la première raison que je vois, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent en psychiatrie qui ont choisi cette voie, pas par hasard, mais parce qu'eux-mêmes avaient des troubles mentaux. Enfin, ça paraît quand même assez évident que beaucoup d'entre eux peuvent avoir des troubles obsessionnels, des angoisses, des dépressions. Il y a d'ailleurs des psychiatres qui témoignent de ça. Et parfois, d'ailleurs, ça peut être même un avantage quand on voit par exemple Christophe André qui parle de ses dépressions et du fait qu'il a trouvé la méditation. Donc, mais bon, malheureusement, la rédemption n'est pas pour tout le monde et certains ont des problèmes assez persistants. Et il faut aussi savoir que en fait, les psychologues ont normalement une vraie formation pour travailler avec l'humain et le comprendre, c'est-à-dire qu'ils font des études de psychologie quand même où on essaie de comprendre l'individu, le groupe, et le psychothérapeute normalement a un titre de psychothérapeute parce qu'il a suivi des formations pour ça. Un psychiatre n'est pas obligé d'avoir une formation de psychothérapeute pour obtenir ce titre, il l'a de droit. Et les infirmiers en psychiatrie n'ont pas non plus de formation spécifique. Ce qui explique en fait la deuxième chose dont je voulais parler, c'est la peur de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que je pense que quand on n'a pas suffisamment travaillé sur soi et qu'on débarque en psychiatrie on est en fait entouré par énormément de détresse émotionnelle. C'est effectivement un métier qui est certainement assez stressant, mais du coup, le risque et ce que j'ai pu percevoir de beaucoup de soignants, c'est qu'en fait, au lieu d'essayer de rentrer en empathie, ça leur fait hyper peur. Et du coup, ils se crispent, ils deviennent hyper froids, hyper distants, et du coup, au lieu d'essayer de creuser, d'essayer de chercher, alors de un, ils vont dire aux patients « Ah non, 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 surtout on n'en parle pas de ce symptôme-là. C'est la chimie qui va vous guérir, c'est pas la peine de revenir dessus. » Et de deux, du coup, ça crée une froideur qui est pas du tout aidante pour les patients, et parce qu'ils vont toujours finalement être dans la distance. Et je crois que c'est un des principaux problèmes qui entraîne la maltraitance, c'est le fait d'essayer de se détacher, de considérer l'autre pratiquement pas comme un être humain, parce que c'est trop douloureux, surtout quand on commence sa carrière, on est jeune et tout ça. On voit des personnes qui ont à peu près notre âge et qui sont dans un état quand même assez inquiétant. Et au lieu de se dire merde, ça pourrait m'arriver à moi aussi, c'est vachement plus pratique quand même de se dire non, non, ils n'avaient pas les bons gènes eux. C'est génétique et, et c'est chimique. Et du coup, ça protège aussi quelque part du fait de se dire... parce que si on est en empathie, on peut se dire moi aussi... je pourrais être à sa place. Et ça, c'est trop dangereux quelque part pour des personnes qui ne sont pas finalement suffisamment stables et ouvertes, qui n'arrivent pas à s'ouvrir à ce type de pensée.
Et je peux aussi un peu comprendre parce que franchement, déjà quand on a commencé à me demander à l'hôpital si j'entendais des voix, bah, ça m'a vachement flippée. Et puis quand j'ai commencé à entendre des patients raconter leur voix, ce qu'ils entendaient aussi comme type de voix et tout ça, bah en fait au départ c'était super compliqué pour moi d'entendre ça et ça me faisait peur en fait d'entendre ces témoignages. Donc je peux comprendre aussi. Sauf que moi je ne suis pas soignante et je me revendique pas comme ça. Ensuite, bah justement par rapport à ces voix particulièrement, mais aussi à d'autres émotions extrêmement sombres, négatives, il peut y avoir un petit héritage judéo-chrétien ou autre qui fait que en fait les personnes bah, qui n'ont pas vécu ça et qui vont pas essayer de creuser, mais pourquoi est-ce que la personne elle entend des voix aussi négatives, parce qu'il y a des gens qui entendent des voix qui vont leur dire bah, tue quelqu'un ou les insulter ou insulter d'autres personnes et en fait le rêve par exemple, le réseau des entendeurs de voix va lui expliquer ça comme bah, ces voix elles ont une signification, ça peut être des réminiscences, ça peut être lié à des traumatismes, ça peut être totalement autre chose et c'est à la personne de trouver un sens à ces voix. Mais en fait, de la part d'un patient qui est extérieur et qui s'est jamais trop intéressé au sujet, bah, il va plutôt se dire ah bah tiens, c'est peut-être son inconscient qui parle, c'est peut-être une mauvaise personne, il est dissocié. En fait, il refuse ses mauvais sentiments, du coup il va dire que c'est une voix extérieure à lui qui pense des mauvaises choses. Et du coup il y a vraiment une stigmatisation du patient qui en plus va par ricochet imprégner le patient qui déjà est souvent mal, déprimé par ses voix. Et donc c'est aussi un moyen finalement d'enfermer le patient dans une étiquette qui est extrêmement négative. Ensuite, justement, bah, le fait aussi d'avoir une vision négative de soi, qui en plus est majorée par le fait que bah, les infirmiers et les psychiatres peuvent avoir une certaine peur des patients, de tout ce qui est étranger, incontrôlable, bizarre, irrationnel, du coup imprévisible. Et bah, du coup, ça donne aussi une peur de ce que peut-être pourrait faire le patient. Donc des fois, on est dans des situations qui sont proches de Minority Report, où finalement, c'est même pratiquement toujours le cas dans les hospitalisations sous contrainte. C'est-à-dire qu'on anticipe ce que le patient pourrait faire, ce qu'il pourrait faire à lui-même ou aux autres. Et hop, on va le faire enfermer au cas où, on va le droguer au cas où, on va l'attacher au cas où. Et c'est vrai que dans quelques cas, il peut y avoir des patients qui, dans leur délire, peuvent devenir violents. Je suppose quand même... Enfin, moi, honnêtement, j'ai jamais vu cette situation. À part si il y a quand même... ouais, je me suis quand même fait taper par une patiente qui était hallucinée et tout ça. Mais en même temps, elle était tellement malheureuse d'être enfermée et tout ça. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était une expression de la manière dont on la traitait. Après, c'est peut-être une vision assez subjective. Mais voilà, je pense que la violence des infirmiers et des soignants entraîne ou augmente la violence des patients et que dans des services où on est mieux traité, les patients sont aussi plus calmes. Mais du coup, le problème, c'est qu'effectivement, le stress des uns augmente le stress des autres et ça peut effectivement clasher. Et après, du coup, ça peut aussi entraîner une espèce de généralisation, du genre attention à ce que les patients pourraient faire. Et donc, du coup, voilà, une peur du patient et de sa violence supposée. Ensuite, en fait, le problème aussi, c'est que quand du coup tu as anticipé la violence, tu attaches un patient, après le patient il n'est pas très content d'avoir été attaché, donc du coup après il y a une peur de détacher le patient et de savoir du coup dans quel état il va se retrouver quand tu as été mis en isolement pendant des jours. Tu peux être un peu comme un lion en cage, enfin en tout cas on peut très bien se l'imaginer. Et du coup, en fait, finalement, ils vont rejeter ça sur le patient en disant ah, il est de plus en plus violent, pour pas se dire qu'en fait, on a été maltraitant. Et donc, en fait, voilà, le problème aussi, c'est un autre point, c'est que finalement, cet autoritarisme
ça entraîne une espèce de forme de paranoïa du fait de la peur de la contestation. Il y a aussi une peur après ça d'être dénoncé par les patients, parce que quand on n'est pas tout à fait clean soi-même, après on peut avoir peur effectivement de libérer la parole des patients, donc on va tout faire pour qu'ils se la bouclent, en gros. Et puis si un patient se plaint d'un autre psychiatre, et il y aura aussi du même par ricochet en fait une forme de corporatisme qui va faire qu'on aura beaucoup de mal à écouter les plaintes vis-à-vis d'un confrère, voilà, parce que on peut aussi se dire oui, mais si le patient il se plaint de tel collègue, il sera aussi capable de se plaindre de moi, et du coup il y a il y a aussi un manque de tranquillité par rapport à ça. L'incompétence aussi peut être reprochée par les familles autant que par les patients, parce que c'est des fois l'incompétence réelle et aussi une forme d'impatience aussi, de familles qui sont parfois un peu exigeantes, qui ont envie que les choses aillent vite, et c'est pas toujours aussi simple. Et du coup, les solutions qui sont trouvées par les professionnels, elles sont pas forcément très honnêtes, dans le sens qu'on va parler du patient comme d'un patient revendiquant, que finalement du coup au lieu d'écouter sa plainte et de la considérer comme réelle, on va dire oui, c'est votre ressenti, ça c'est vraiment dans le meilleur des cas. Quand j'ai dit à la dernière psychiatre que moi j'avais vécu ça comme de la maltraitance, elle avait dit vous avez ressenti ça et ça. Je suis désolée, mais une femme qui est violée, si elle n'a pas été violée par un infirmier, je veux dire, on va pas lui dire c'est votre ressenti, vous avez non, on va a priori si on tombe sur quelqu'un de compétent, il va d'abord écouter la personne parler de son vécu, de ce qu'elle a vécu, des faits, et après l'aider à gérer ça, mais pas dire c'est votre conception des choses. Il y a de la violence en psychiatrie, il y a de la violence de la part des infirmiers et des psychiatres, et il faut d'abord être capable de l'écouter. Donc finalement ça va être le fait de minimiser, de banaliser, de discréditer. Je donne des tuyaux à ceux qui seraient pas encore au courant des solutions, comment gérer sa phobie des patients. Donc discréditer, aussi du coup donner des diagnostics qui vont être qui vont permettre en fait de discréditer la plainte. Dire que soit attribuer ça à de la paranoïa, ou dire que la personne elle est clivante, qu'elle essaye de séparer un peu les membres de l'équipe en se plaignant des uns aux autres, etc. Et puis aussi, moi, donc, du coup, personnellement, ce qui m'est arrivé, donc du coup, j'avais été à la fin diagnostiquée personnalité sensitive. En fait, apparemment, en gros, ça signifie que c'est une personnalité de pleurnicharde, qui va gémir dans son coin parce qu'elle pense que tout le monde lui en veut ou lui veut du mal, et qu'elle est hypersensible au rejet, etc. Et donc en fait, c'est le meilleur moyen qu'ils avaient trouvé pour me guérir de cette personnalité pathologique. En gros, c'est de refuser de me prendre en charge quand je le demandais. Donc ça, c'était au centre expert, par exemple. En fait, de m'ostraciser, quand j'ai fait des courriers pour dire voilà comment moi j'ai vécu ma prise en charge, ne jamais me répondre en fait. Donc rester complètement mutique par rapport à mes plaintes, voire retourner ça en disant que je les harcelais, et en fait ne pas répondre ni à mes demandes de précision, ni à rien du tout en fait. Et puis bon, sinon après si vous voulez éviter toute cette peine, en fait il y a une autre solution pour ça que certains psychiatres utilisent, c'est de se mettre en secteur 2 et en libéral. Donc là, en fait, forcément, là, on a accès à une clientèle qui est souvent plus aisée. Donc ça veut dire qu'on évite au maximum les patients qui touchent des allocations handicapées, donc ceux qui seront
jugés le plus lourdement symptomatiques et qui auront vécu des hospitalisations. Bon, c'est pas mon cas, hein, je touche pas la AH. Mais en tout cas, si vous voulez éviter tous ces problèmes, ça peut être une solution pour vous. C'est à vous de voir. Et puis quand on travaille en hôpital, en fait, sinon, une autre technique qui est très utilisée maintenant, c'est de gémir la radio qu'on manque de moyens, qu'on est fatigué, et même des fois qu'on se sent maltraitant et qu'on est obligé de l'être. Et voilà, il faut quand même pas oublier que c'est quand même les patients qui en pâtissent en premier. Hein. Voilà. Et donc sinon, il y a cette technique de dire que c'est très dur, que les pauvres patients, ils savent pas ce qu'ils racontent, on se fait insulter par les patients, c'est terrible. Donc en fait, on vit de la violence, mais en même temps, il y a aussi du coup... on essaye quand même de tenir un discours un petit peu paternaliste, voilà, ces pauvres patients, ils savent pas bien ce qu'ils racontent, ils pensent qu'on les empoisonne avec les traitements, voilà. Donc ça peut être une bonne technique aussi, très très utile, voilà.